Mercredi 3 septembre 2025, c'est l'heure du grand journal sur Swag Radio. Bienvenue à tous et à toutes. Pour présenter ce grand journal, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. La radio, c'est Swag Radio. L'énergie, le flow, l'attitude. Tout de suite, voici les infos. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Patrick Pierre-Louis, accompagné de la commission du barreau chargée de réfléchir sur la question du processus constitutionnel, a rencontré le Premier ministre à l'Équidé-Fils-Aimé lundi 1er septembre. Cette rencontre intervient à la suite du dépôt le vendredi 29 août du rapport des travaux de ladite commission entre les mains du Conseil de l'ordre. Dans ce document, les juristes du barreau n'ont pas mâché leurs mots. Ils estiment que le processus de réforme constitutionnelle actuellement en cours est illégal. Écoutons un extrait. Vendredi dernier, c'était restitution publique de rapport. Préalablement, une semaine avant, vendredi avant, la commission a été remise bâtonnier dans la même salle, rapport. Nous avons estimé que le rapport ça était trop important pour ne pas restituer non seulement à la communauté des avocats que l'ordre représente, mais que le Conseil de l'ordre représente, mais nous avons estimé que le sujet était trop important pour l'utilité seulement dans les juristes avec avocats. Donc nous avons fait une restitution publique à tout secteur et pour partager réflexion que nous initions au niveau du barreau. Nous initions au niveau du barreau pour une raison simple, c'est qu'il s'agit de la loi fondamentale. Et tout avocat, et barreau en particulier comme instance, intéressé, interpellé par la question de droit, la question de la loi. Et donc, a fortiori, donc, question norme fondamentale, question constitution, extrêmement importante pour barreau. Et c'est peut-être ça que tu as une décision qui prend le conseil pour créer une commission qui pour travailler sur la question ça. Avantage là, au niveau du barreau, c'est que ce n'est pas une institution qui a un agenda politique. Et donc, il faut apprécier le texte là en valeur réelle. C'est-à-dire vérifier si le texte est en conformité avec les procédures qui Jean dit pour changer la constitution, qui Jean dit pour capable de faire une nouvelle constitution. Et donc, nous demander des gens en corporation qui ont une expertise dans le domaine pour venir regarder les questions ça. Et c'est comme ça qu'ils produisent un rapport que nous faisons une restitution publique de dialogue. Rapport, comme nous connaissons, les HALT à la fraude constitutionnelle, gare à l'autoritarisme. Vous comprenez très bien que position commission 1, sur question 1, est très claire. Il voulait montrer que procédure dans Jean que l'était engagé, il y a des fautes. La plateforme Solidarité pour la défense des droits des personnes handicapées, STDPH, en collaboration avec plusieurs autres organisations œuvrant pour les droits des personnes en situation de handicap, a organisé hier lundi, un sitting de protestation devant les locaux du Conseil d'action sociale CAS. Écoutons un extrait. Pour l'État, ça, reconnaître que les handicapés en Haïti n'a souffert, n'a passé misère. Une instance qui est CAS, qui t'a donné là pour assister nous, l'État qui peut lui faire mal. Nous ne pouvons pas raison. Yo mettons madame qui vous dirige CAS, nous ne pouvons pas s'allier comme problème. Nous ne pouvons pas pour qui raison. Depuis le mois de janvier, il n'y a pas jamais mettre un moyen disponible pour supporter les handicapés. Insécurité de tous côtés, insécurité alimentaire, insécurité physique. Nous-mêmes, les handicapés, nous sommes dans une situation plus compliquée. Pour cela, nous venons de primatie aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de l'autre bagaille que CAS. Faut nous CAS.
Côté en serré là, n'a changé bureau à tous côtés. Nous déconnectés à venir aide. Les nous pas venir aide, nous c'est différent. Nous pas d'accord. Nous-mêmes, nous connaissons ces populations qui contribuent dans CAS pour les gens handicapés au service. Nous avons changé CAS de tout côté, nous pas qu'à jouer. Pour cela, nous venons là aujourd'hui pour nous dire PM. Où c'est là, où c'est les gens qui doivent défendre la population. Soit défendre nos couches, les gens handicapés doivent défendre tout. CAS est meilleur caisse pour les handicapés qui ont assistance. Aujourd'hui, nous avons changé dans tout le pays. Nous demandons pour faire pour faire nous jouer CAS. Toute société toujours continue à couper pour les handicapés. Ils ne pas considérer nous dans la société. Ils ont pris des problèmes, des problèmes qui ne même représenter pour nous. Nous n'avons pas de revendication, nous demandons tout. Handicapés qui là, nous allons à l'école. Il faut intégrer nous dans la voie tout. Premièrement, pour nous payer nous tout l'argent de nous. Nous allons dans 3 mois. Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. Le Centre d'analyse et de recherche en droits humains, CARD, a rendu public les résultats de son premier rapport sectoriel sur la sécurité, ouvrant la période allant de la fin de l'année 2024 jusqu'en 2025. Cette initiative marque une étape importante dans l'effort de documentation et d'analyse des dynamiques sécuritaires qui affectent Haïti. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. À partir d'autres ressources dont dispose Haïti. De rendre opérationnels, mais surtout efficaces, les pôles judiciaires spécialisés dans la répression des crimes financiers et des crimes de masse. De faire de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti un organe de contrôle et d'enquête, mais efficace et indépendant. De construire au moins une prison de haute sécurité pour mettre les criminels hors d'état de nuire. De mettre en place un programme de désarmement, de démantèlement et de réinsertion qui prend en compte 2 catégories de membres de gang. D'abord les chefs et leurs généraux, entre guillemets, et les personnes utilisées, dont les enfants, les femmes forcées de s'impliquer dans leurs activités criminelles et sexuelles. À la force publique, à savoir la police nationale et les forces armées, la table sectorielle sur la sécurité formule les actions suivantes. Élaborer un cadre d'action opérationnelle concrète et rapide pour faire face à la situation sécuritaire actuelle. Nommer à la tête de la direction centrale de la police nationale, de la police administrative, ainsi qu'à la direction des commissariats situés dans des zones sensibles, des policiers expérimentés disposant à la fois des connaissances théoriques, mais surtout pratiques. Former de manière continue, à partir d'un programme adapté, de nouveaux agents, afin de renforcer substantiellement l'effectif des forces de l'ordre. Ouvrir de nouveaux centres de formation en priorité dans la région du Grand Nord et du Grand Sud, afin de renforcer la présence policière et de mieux répondre aux besoins sécuritaires de ces zones. Développer la capacité logistique des directions départementales et des commissariats, notamment ceux de la région métropolitaine et de l'Artibonite. Enfin, faire un inventaire rapide des matériels dont dispose la police pour déterminer les besoins les plus urgents. La plateforme féministe Caravane Femmes pour Changement, KFPC, a officiellement clôturé le 22 août dernier la 3e édition de son initiative phare, l'Université féministe d'été, l'événement organisé du 8 au 22 août. S'est tenu autour du thème « Engagement pour une masculinité positive » afin de prévenir la violence sexiste et sexuelle et bâtir des communautés plus justes, pacifiques et inclusives. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Caravane Femmes pour Changement, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre engagement, votre présence et votre contribution inestimable à la réussite de cet événement. Durant ces jours, nous avons abordé un thème à la fois crucial et délicat. Engagement pour une masculinité positive
afin de prévenir les violences sexistes et sexuelles et bâtir des communautés plus justes, pacifiques et inclusives. Ensemble, nous avons déconstruit, réfléchi et échangé sur les rôles traditionnels des genres. Nous avons exploré comment les normes de masculinité, souvent rigides, peuvent être une source de souffrance et de violence, non seulement pour les femmes et les minorités de genre, mais aussi pour les hommes eux-mêmes. Je suis vraiment émue en prenant la parole en ce jour de clôture. Nous venons de vivre 2 semaines de réflexion, de transmission et de mobilisation. La 3e édition de notre université féministe d'été s'achève, mais l'élan qu'elle a suscité, lui, ne fait que commencer. Au nom de 40 ans pour changement, je tiens à saluer chacune d'entre vous. Votre présence, vos paroles, vos engagements ont donné vie à cet espace. Un espace de savoir, de dialogue, de transformation, un espace où les voix des femmes, des jeunes, des communautés et des hommes alliés se sont élevés pour penser ensemble un avenir plus juste. En choisissant de placer cette édition sur le thème de la masculinité positive, nous avons affirmé une conviction forte. La lutte pour l'égalité ne peut se faire sans une redéfinition des rôles masculins. Elle ne peut se faire sans les hommes, mais elle pourra se faire qu'avec des hommes alliés, responsables et engagés. Le responsable du collectif du 30 janvier, l'agronome Jean-André Victor, a confirmé les pourparlers sont actuellement en cours entre les signataires de l'accord du 3 avril et d'autres acteurs politiques qui n'avaient pas initialement paraphé ce texte. Écoutons l'agronome au micro de Téléguinée. Il est bon pour intégrer nos signataires dans le processus là, parce que son pays nous est, côté que tout le monde a rencontré pour discuter de recherche d'une solution durable, efficace à la crise que nous gagnons. Pas pour juger le monde, non, mais recherche d'une solution. Si maintenant on arrive dans une position pour juger le monde, n'a pas fait référence à l'état de droit, côté que il y a une règle et il y a la justice pour juger le monde qui fait ça ou pas de faire, etc. Mais on va faire de façon démocratique, de façon rationnelle, côté que on va respecter l'état de droit. Mais si on mette parole sans que ou pas arriver dans la solution, n'a tourné autour du pot et nous pas jamais une solution. Donc c'est un premier groupe. Un deuxième groupe, il y a des gens qui disent oui, mais nèg qui au pouvoir, au problème là, on va pas mettre dans discussion. Vous comprenez? Là encore, nous dit non, il faut que dans discussion, garder ça qui passe dans le pays, garder ça qui est passé dans l'Afrique du Sud. Vous comprenez? Côté que faut bailler une occasion pour le peuple à poser aux questions, pour bailler la fête en toute transparence, pour le peuple à connaître qui est qui monde qui défend qui position, qui monde qui te fait qui bagaille, pour nous gagner transparence dans cette affaire. Et c'est transparence ça qui pour bailler la population confiance que les perdus dans le monde qui dirige lui. Troisième bagaille, on dit ça va arrêter là pour société formelle et société informelle là. Oui. Tout groupe ça, si vous regardez bien ça qui passe, c'est toujours société formelle là seulement qui là. Okay? Ça veut dire informelle là pas représenté. Donc à un moment donné, si on a fait bagaille général vraiment national pour nous renforcer. De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas. Depuis le studio de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, nous irons à Pékin. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé à Pékin hier mardi de septembre à bord d'un train blindé. Le président russe Vladimir Poutine se trouve à Pékin depuis dimanche 30 août 2025. Il compte parmi les 26 dirigeants mondiaux qui assisteront à un défilé militaire organisé par la Chine. Voici un reportage signé Radio-Canada. Une vingtaine de leaders mondiaux se pressent à Pékin aujourd'hui. Iran, Pakistan, Malaisie
Ils sont réunis en marge d'un grand défilé prévu demain, visant à souligner les 80 ans de la capitulation du Japon, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'invité d'honneur est sans contredit Vladimir Poutine, accueilli en ami par le président chinois. Je vous remercie d'être ici pour souligner avec nous, encore une fois, ce jour si important de la victoire, dit le président chinois. Lors de rencontres bilatérales avec certains de ses homologues, le président russe a évoqué la situation en Ukraine. Des hystériques suggèrent que nous souhaitons envahir l'Europe. C'est ridicule, dit-il. Nous avons dû agir en Ukraine pour répondre à leurs provocations et défendre nos intérêts. Un point c'est tout, ajoute-t-il. Il a également souligné qu'un éventuel accord de paix avec l'Ukraine ne devrait jamais compromettre la sécurité de la Russie. Le leader nord-coréen, un de ses alliés dans cette guerre, est arrivé à bord de son train blindé pour lui aussi participer aux célébrations de demain. On s'attend à ce qu'il assiste au défilé militaire aux côtés des présidents chinois et russes, ce qui en ferait un événement historique. Une façon pour la Chine de démontrer face à son rival américain son importance diplomatique et sa puissance militaire. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Nous resterons toujours en Chine dans ce grand journal. Le président chinois Xi Jinping a appelé hier mardi à consolider la confiance politique mutuelle et à approfondir la coopération mutuellement bénéfique entre la Chine, la Russie et la Mongolie. M. Xi a fait ses remarques lors d'une rencontre trilatérale avec le président russe Vladimir Poutine et le président mongol Oukla Kyalusk. Il s'agissait de la 7e réunion de ce type entre les chefs d'État des 3 pays. Voici un reportage signé CGTN News. Au cours de leur réunion, le président Xi Jinping a déclaré que les 3 pays avaient constamment renforcé leur coopération avec une augmentation des échanges commerciaux et un approfondissement des liens dans des domaines tels que l'économie, la technologie, l'écologie et la culture. Le président chinois a également présenté 3 propositions visant à approfondir la coopération trilatérale. La première consiste à renforcer la confiance politique, à renforcer la solidarité et à offrir un soutien stratégique mutuel ferme. La deuxième consiste à approfondir la coopération mutuellement bénéfique en faisant progresser les projets d'infrastructure et d'énergie transfrontaliers, en développant les règlements en monnaie locale et en promouvant le tourisme et la protection du patrimoine culturel. La troisième proposition consiste à renforcer la coordination dans le cadre de l'Organisation de coopération du Shanghai afin d'ouvrir un espace de coopération plus large. Le président russe Poutine a déclaré que les 3 pays voisins devraient renforcer leur confiance politique et élargir leur coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la finance, de l'énergie, de l'économie numérique et du tourisme, afin de promouvoir l'intégration régionale. Le président mongol Kyalusk a exprimé son engagement à renforcer les relations, à développer les liens économiques et à promouvoir les échanges culturels. Il a également exhorté les 3 nations à s'unir pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire de la guerre mondiale antifasciste et à défendre la vision correcte de l'histoire. Au cours de leur réunion... Nous irons à Washington dans ce grand journal, tension entre les États-Unis et le Venezuela. À Washington revendique un raid contre un navire de narcotrafiquants. Les États-Unis ont lancé une attaque contre un navire présenté comme chargé de drogue et parti du Venezuela. Donald Trump a confirmé la mort de 11 personnes et Marco Rubio a affirmé que le navire n'ait été lié à une organisation narco-terroriste. Voici un reportage à signer Euronews. Donald Trump a confirmé la mort de 11 personnes lors du raid opéré par l'armée américaine contre un navire dans le sud des Caraïbes. Selon Washington, le bateau transportait de la drogue en provenance du Venezuela et était opéré par l'un des gangs criminels les plus puissants d'Amérique latine, Tren de Aragua. Over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time. And we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela, so we took it out.
Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a publié une courte vidéo montrant un petit navire en flammes. Le ministre vénézuélien des Communications affirme avoir détecté des irrégularités sur les images et assure que la vidéo a été générée par une intelligence artificielle. Donald Trump accuse par ailleurs Nicolás Maduro de diriger le gang Tren de Aragua, une affirmation qui contredit les services de renseignement américains qui n'ont trouvé aucun lien crédible entre le dirigeant et l'organisation criminelle. De son côté, Caracas accuse Washington de tenter d'orchestrer un changement de régime au Venezuela pour s'emparer des richesses du pays, détenteur de l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde. Nous irons en Afghanistan. Un nouveau séisme de magnitude 5,2 a frappé hier mardi l'est de l'Afghanistan, toujours paralysé après un tremblement de terre dimanche soir qui a fait plus de 1400 morts et plus de 33 100 blessés. Le bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 1400 morts. Voici un reportage signé France 24. Depuis les airs, les hélicoptères sillonnent les montagnes afghanes pour venir en aide aux survivants. Depuis le tremblement de terre, de nombreux villages sont devenus inaccessibles aux secours, compliquant grandement l'acheminement de vivres. Les familles vivent au rythme des répliques du tremblement de terre et ont pour la plupart tout perdu. Les corps s'entassent. La nuit dernière, il a plu et nous n'avions pas d'abri. Il n'y avait qu'une tente. Comment 5 ou 6 familles peuvent-elles y tenir? Nous n'avons plus de provisions, tout a disparu. Ici, les gens ont besoin de tout, surtout des médicaments et des abris, car les gens n'ont pas d'endroit où aller. Les maisons sont toutes détruites et la terre continue de trembler. Il y a encore eu une secousse il y a quelques minutes. Le ministère afghan de la Défense a organisé plus de 155 vols d'hélicoptères et évacué quelques 2000 blessés vers les hôpitaux de la région. Faute de mieux, des cliniques improvisées se sont mises en place dans les villages. Les autorités n'ont pour le moment fait état d'aucun plan pour l'après-séisme, que ce soit en termes d'aide financière ou de reconstruction. L'ONU, quant à elle, estime que des centaines de milliers d'Afghans pourraient avoir été touchés et en appelle à l'aide internationale. Nous avons sollicité la communauté internationale pour qu'elle intensifie ses efforts, mais c'est une course contre la montre. Nous n'avons pas assez de produits de première nécessité sur le terrain, et cela parce que les ressources n'ont pas été là et que nous avons dû faire face à de multiples crises. L'Afghanistan pâtit aussi des récentes coupes dans l'aide humanitaire internationale, surtout en provenance des États-Unis. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué de son côté manquer de 3 millions de dollars pour mettre en œuvre son dispositif de réponse d'urgence. Direction la RDC, la République démocratique du Congo, l'ex-ministre de la Justice condamné pour corruption. Une haute cour de RDC a condamné hier mardi l'ancien ministre de la Justice à 3 ans de travaux forcés après l'avoir reconnu coupable d'avoir détourné 19 millions de dollars de fonds publics. Le reportage est signé Africa News. L'ancien ministre de la Justice de la République démocratique du Congo a été condamné à 3 ans de travaux forcés pour malversation financière. La sentence a été prononcée mardi par la Haute Cour contre Constant Moutamba, reconnu coupable du détournement de 19 millions de dollars de fonds publics destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans le nord du pays. La Cour de cassation a estimé que l'ex-garde des Sceaux, qui a démissionné en juin, avait agi délibérément dans l'intention de s'enrichir illicitement. L'ancien ministre avait plaidé non coupable. Son cas était considéré comme l'un des points culminants de la répression des autorités congolaises contre la corruption chronique qui étouffe le développement du pays. Joël Kitenge, avocat de l'accusé, a condamné la décision tout en évoquant des irrégularités dans la procédure. À Kinshasa, les principaux axes routiers menant au tribunal ont été barricadés, tandis que des dizaines de forces de l'ordre ont été déployées avant la décision, en prévention à d'éventuels troubles. Et voilà, avant de clore ce grand journal pour ce mercredi 3 septembre 2025, coup d'œil sur la météo pour ce aujourd'hui. Météo matinée, le jour commence dans une ambiance brumeuse avec 63 degrés Fahrenheit, s'éclaircissant rapidement pour atteindre entre 50 degrés à 65 degrés Fahrenheit entre 7h et 11h du mat.
milieu de journée, les températures montent progressivement, culminant entre 70 degrés, 76 degrés Fahrenheit, vers midi jusqu'à 3 heures. Fin d'après-midi et soirée, les températures redescendant lentement de 75 degrés Fahrenheit. Oui, enfin, d'après-midi à 63 degrés, vers 11 heures du soir. La journée débute assez fraîche, donc une veste légère sera utile le matin. Une fois la journée lancée, le temps devient très agréable avec des températures estivales douces, parfait pour des promenades ou activités en extérieur. En fin de journée, la tombée des températures rendra une couche supplémentaire souhaitable en soirée. Voilà, c'est tout pour la page météo pour ce mercredi. C'est la fin de ce grand journal sur Swag Radio pour présenter le grand journal Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, le son qui swag, on air, avec du style. L'application Swag Radio, ça va venir, c'est la fin. Passez un excellent mercredi. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, bon mercredi.